Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Après le podcast de la semaine dernière avec Oriane sur la catéchèse du bon pasteur, aujourd'hui j'ai vraiment l'immense joie de recevoir Virginie Brault et Laure Bon qui vont nous parler d'une école très particulière et qui me tient beaucoup à cœur, la Petite École du Bon Pasteur, qui est une école hors contrat qui se trouve à Paris et sur laquelle elles vont nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Alors déjà, Virginie, est-ce que tu veux te présenter tout simplement en quelques mots? Oui, tout simplement. Immense joie partagée de passer ce moment avec vous et avec toi, Anne-Laure, spécialement. Je suis Virginie Brault et j'ai eu l'immense honneur de participer à la fondation de cette petite école il y a 10 ans aujourd'hui. Euh, voilà, suite à une aventure personnelle de découverte de la pédagogie Montessori et surtout de son scène, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Et je La sais parole. que depuis, tu as aussi formé beaucoup de gens à la catéchèse du Bon Pasteur, dont moi-même. Et Exact. Laure également, nous nous sommes rencontrés justement à une formation à cette catéchèse. Laure, est-ce que tu veux toi aussi te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Anne-Laure, très heureuse d'échanger à ce sujet aujourd'hui. Alors, moi, j'ai eu la joie et la chance de participer à la fondation de la Petite École du Bon Pasteur avec Virginie et d'autres personnes il y a donc une dizaine d'années. Et puis aujourd'hui, je travaille pour l'association La Petite École du Bon Pasteur pour développer un réseau de petites écoles du Bon Pasteur. Ah oui, alors ça aussi, j'ai hâte que tu nous en parles. Mais on va commencer par parler un petit peu du projet de cette école. Alors, l'intitulé de l'école n'a pas été laissé au hasard. C'est vraiment la Petite École du Bon Pasteur. Est-ce que Laure, tu voudrais nous expliquer pourquoi chacun de ces mots a toute son importance? Oui, alors la petite école du Bon Pasteur, c'est une école maternelle. Donc c'est une école pour des petits enfants. C'est une école qui est composée de 2 classes maternelles, donc elle est petite. Et voilà, elle est voulue petite. On n'a pas vocation à être une grande institution. Ça rassemble quelques familles et c'est voilà une forme de désir de sagesse que de rester petit et humble. Tu me Voilà, disais donc que vous accueillez à peu près 30 enfants, c'est ça? alors là, on a 2 ambiances et ce qui nous amène à 45 enfants. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une école Montessori qui met en œuvre la pédagogie dans toute son essence chrétienne, c'est-à-dire qu'on y associe la catéchèse du Bon Pasteur, qui est une catéchèse d'inspiration montessorienne, qui a été développée après Maria Montessori, qui en avait pourtant jeté les bases de son vivant, Mm. mais qui n'était plus ce monde quand d'autres personnes ont pris le relais. Et c'est une école qui a une forte dimension familiale Mm. par l'implication des familles et la transmission du geste pédagogique aux parents, aux jeunes familles. Et c'est une école qui vit au cœur de l'Église, au cœur d'une paroisse. Mm. Et le lien avec les parents, pour moi, il est très important aussi. Vous savez que nous-mêmes, on pratique l'instruction en famille. Donc vous savez combien ça me tient à cœur de rendre aux parents leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants et donc de les impliquer dans l'éducation et l'instruction de leurs enfants. Donc on va évidemment y revenir aussi. Et la place aussi de cette école dans la paroisse, dans l'église. Et est-ce que, Virginie, tu voudrais nous dire comment est née l'idée de cette petite école du Bon Pasteur? Au départ, parce que toi, tu fais partie des membres fondateurs, quelles étaient vos motivations et quel rôle la catéchèse du Bon Pasteur a pu jouer dans l'émergence du projet? Parce que je sais que c'était vraiment au cœur de, de votre appel, en fait, à créer cette Oui, c'est école. vrai. C'était au cœur de l'aventure, voire entre guillemets le pavillon de c'était vraiment le Bon Pasteur. Mais en fait, c'est plus qu'une idée, c'est une intuition très forte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir nos fils scolarisés dans une école Montessori qui était multiconfessionnelle.
à une époque où j'avais moi-même perdu tout contact avec l'Église et tout lien à la foi catholique. Et j'ai vraiment vu mes enfants dans l'ambiance Montessori, euh, comment dire, ouvrir un passage dans leur cœur vers leur intériorité la plus profonde, marquée de voir mes enfants me questionner sur Dieu, sur l'origine du monde, leur accès au sacré, au mystère de la vie. Et du coup, je me suis jetée dans les livres pour essayer de répondre à leurs questions. Alors, je me suis formée à la pédagogie Montessori scolaire à l'origine, et c'est vrai que comment dire, j'arrivais à percevoir à travers les écrits de Montessori une dimension christique très forte, et je me disais, oh, c'est comme ça que ça devrait être une école catholique, avec l'idée que Oui. j'avais du Christ. Euh, et j'ai découvert dans mes recherches que Maria Montessori avait commencé à travailler sur cette question religieuse et avait jeté les bases d'une catéchèse qui arrivait tout juste en France à ce moment-là. Donc Mm. c'est vrai que conjointement, quand j'ai découvert le potentiel religieux de l'enfant, qui est le livre fondateur de la catéchèse du Bon Pasteur, c'est comme si tout ce que je lisais de Maria Montessori prenait une dimension nouvelle, s'ouvrait vers une plénitude à laquelle j'aspirais, voilà. Et, Oui. et je comprenais que finalement me conduisait à Dieu à travers cette pédagogie. Donc j'ai vraiment voulu leur offrir cette catéchèse en plus de l'école où ils étaient. Et j'ai Mhm. réussi à convaincre le curé de la paroisse voisine de mettre une salle à disposition. Et à l'origine, cette petite salle, ce petit atrium, eh bien, accueillait les enfants de l'école Montessori voisine. Donc ça a commencé comme Mhm. ça. Voilà. Et petit à petit, dans mon cœur, il y avait tout un chemin, en fait, aussi de retour à Dieu, retour à l'Église, et puis de rencontrer d'autres familles, dont Laure, qui est ici, dont Oriane, que vous avez pu entendre dans un autre podcast, qui venaient d'écoles autres, en fait, d'autres écoles du quartier qui n'étaient pas montessoriennes, et qui ont découvert cette posture de l'adulte, ce regard sur l'enfant dans l'atrium, issu de la pédagogie Montessori, et qui se sont dit, mais nous, on voudrait aussi que nos enfants puissent avoir une école Montessori. Voilà, donc Alors, je c'est né précise comme ça. juste, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode qui précède sur la catéchèse du Bon Pasteur, je vous recommande de commencer quand même par celui-ci parce qu'on va considérer que les grands principes de la catéchèse sont connus. Mais juste pour rappel, l'atrium, c'est donc le lieu dans lequel se déroule la catéchèse. C'est ce qu'on appellerait l'ambiance Montessori. Comme on parle d'un nido, d'une communauté enfantine, on peut parler d'un atrium, et qui à la base est le lieu d'accueil des catéchumènes avant leur baptême. Je trouve ça magnifique que ça a été pour toi une source de conversion, de retour à Dieu. C'est une belle expérience parce que c'est à la fois une catéchèse qui est extraordinaire pour les enfants, mais aussi, on en avait parlé avec Oriane, pour les adultes, très clairement. Et Tout justement, à alors, fait. oui, vas-y. Oui, ce sont vraiment les enfants qui m'ont reconduite vers cette source de l'amour, voilà. Et toi, alors, de ton côté, quel a été, toi, ton cheminement vers cette pédagogie? Est-ce que toi, tu as commencé par la pédagogie Montessori ou pour la catéchèse? Qu'est-ce que tu connaissais en premier? Alors moi, j'ai découvert en premier la catéchèse du Bon Pasteur au détour d'un congé parental, donc dans le même quartier que Virginie. Et donc la deuxième année où elle mettait en œuvre la catéchèse, moi j'ai pris une pause professionnelle et par le truchement de je ne sais pas quoi, je me suis retrouvée avec mes deux enfants à aider Virginie dans l'atrium. Et là, j'ai été vraiment bouleversée de voir mes enfants dans ce lieu avec une attitude sans que rien ne leur soit demandé et exigé explicitement. Une attitude, un mouvement, une paix, un calme que Mm. moi, je ne voyais pas du tout à la maison où je trouvais que c'est très difficile d'être toute la journée avec des petits-enfants. Et donc, voilà, je crois que j'ai été vraiment touchée en plein cœur. Mais en revanche, je ne savais pas du tout ce que c'était que la pédagogie Montessori. Je connaissais ce nom, mais voilà. Et puis, en fait, je savais même pas qu'il y avait des écoles. Enfin, non, vraiment, je savais rien voilà, de tous ces écoles indépendantes. Pour moi, il y avait l'école catholique et puis l'école publique. Et puis voilà. Et donc, Oui. par la catéchèse du Bon Pasteur, ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Montessori? Et c'est comme ça que, avec l'aide de Virginie, j'ai plongé dans la pédagogie scolaire. Et voilà, après, je me suis formée. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés Mm, en tout à formation fait. à la pédagogie scolaire. Voilà.
Enfin, tous les deux nous sommes rencontrés. Ah oui, effectivement, je croyais me souvenir qu'on s'était Ah, rencontrés à la formation à la catéchèse, mais non, non, c'était à la. Effectivement, je me souviens maintenant. ouais. On s'est vus un petit peu On s'est reprises. connus en formation à pédagogie scolaire C'est et c'est ça, comme ça tout à fait, que tu as eu connaissance après de la formation tout à fait. bâtir son école sur le roc. Et alors, sur le chemin de la création de cette école, est-ce qu'il y a eu des obstacles, des difficultés, ou au contraire, d'ailleurs, peut-être des grâces, des choses qui ont été facilitées pour vous? Est-ce qu'il y a eu des moments peut-être fondateurs dans les débuts? Alors moi, je me souviens, en fait, j'ignorais que voilà, Virginie et d'autres personnes pensaient à la même chose, avaient dans le cœur un désir d'école. Et un jour, Virginie nous a rassemblés, plusieurs personnes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce désir que j'avais était partagé par d'autres. J'ai trouvé ça Mm. extraordinaire. Voilà. Après, ouais, si, c'est vraiment mon souvenir le plus marquant du début. Voilà. Euh, ouais. Quelque chose que tu ne t'avoues peut-être Oui, même pas moi, à toi-même, mais qui était là et tu dis, ah, mais en fait, les autres aussi. Oui, en fait, moi, j'osais pas trop. Voilà, je savais pas trop. Je voulais même pas trop embêter Virginie. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'elle parlait avec plein d'autres gens du quartier. C'était étonnant. Donc, ça m'a vraiment en fait, beaucoup touchée, ouais. oui, c'est quelque chose d'assez bouleversant de se rendre compte qu'on a un appel au fond du cœur et pendant tout un temps on le tient secret, on le médite en soi-même et puis un jour quelqu'un vient et t'oblige à le sortir de toi parce que te questionne, te dit alors tu voudrais pas faire une école pour nos enfants? Et c'est vrai que pendant plusieurs années, moi j'avais mûri ça dans le secret de mon cœur en me disant si je fais une école Montessori, eh bien ce sera vraiment, elle sera fondée sur le bon pasteur, il y aura il irriguera en fait tout le projet pédagogique. Ce sera pas seulement un plus, mais ce sera comment dire une sève. Euh, mais ça mûrissait tout doucement. Et puis un jour, c'est vrai que on me l'a demandé, et plusieurs personnes me l'ont demandé. Alors j'ai dit bon bah rassemblons-nous autour d'une table et puis on va faire un tour de que tout le monde, ce que chacun a dans le cœur. Et en fait, c'était assez bouleversant de voir que tous nos désirs convergeaient et que du coup, on était une équipe. On était là en équipe et qu'on allait pouvoir eh bien se mettre au service de ce projet qui nous appelait de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment une grâce. Mais à côté des grâces, il y a aussi des obstacles et des épreuves, bien évidemment, parce qu'on était du coup très enthousiastes et persuadés de porter en nous un trésor, mais vraiment, et on Ouais. est toujours de porter un trésor. Et donc on en parlait pour trouver des locaux, persuadés que eh ben, tout allait s'ouvrir, mais en réalité, euh, eh bien, on n'avait pas mesuré ni réalisé qu'on vivait dans un environnement assez, comment dire, traditionnel. Moi, j'ai grandi en province et là, on est à Paris dans le 16e arrondissement. Figurez-vous que Ouais. c'est un endroit avec plein d'écoles qui sont des institutions depuis des dizaines, voire une centaine Une d'années et centaine qui n'étaient d'années, pas ouais. du tout voir émerger un petit projet comme celui-ci. Et pourtant, c'était minuscule notre projet, mais il a eu un effet, comment dire, comme un électrochoc. Euh, qui êtes-vous pour avoir cette audace, en fait, vous, parents, qui n'êtes pas de l'institution, de fonder une école? Voilà, c'était vraiment, ça a été l'épreuve de se dire en fait qu'on n'était pas du tout attendu, voire au contraire, euh, pas du tout bienvenu avec ce projet, en tout cas du point de vue des institutions. Mais au milieu de tout ça, il y a eu beaucoup de grâce et je crois vraiment que le bon pasteur était à l'origine et donc marchait devant et nous a conduits là où l'école devait naître, au cœur d'une paroisse. Parce que justement, du coup, alors les locaux, c'est toujours l'une des questions critiques au moment de la fondation d'une école. J'explique en 2 mots pour les gens qui ne se sont jamais penchés sur le sujet. Moi-même, à la base, je me suis formée à la pédagogie Montessori dans l'optique de créer une école, donc je m'étais beaucoup renseignée. Et pour ouvrir une école, il ne faut pas se contenter d'avoir des locaux, n'importe quels locaux. Il faut que ce soit un établissement recevant du public, un ERP. Donc des locaux qui répondent à certaines normes. Euh, et puis évidemment, il faut adapter les locaux et les actualiser aux normes les plus récentes. Donc bon, il y a tout un tas de règles qui s'appliquent. Si c'était déjà un établissement recevant du public, eh bien, on peut continuer à l'utiliser comme une école. Ça garde la notion d'établissement recevant du public. Et puis on fait les mises à jour un petit peu au fur et à mesure.
Mais c'est souvent très compliqué. On ne peut pas prendre un appartement, par exemple, et se dire, bah, je vais louer un appartement et en faire une école. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses autour. Alors, comment est-ce que vous avez fait au final? Quel a été Alors, le tout fruit de à la fait. recherche? C'est très bien de rappeler ça. Alors, je me rappeler les exigences des normes qui étaient monumentales. Et alors, nous, on avait en plus cette exigence intérieure de nous dire, on veut que notre école soit au cœur de l'Église parce que, en fait, justement comment dire, pour qu'il y ait des liens, pour que ce soit pas un Mm. petit quelque chose en autarcie. On voulait vivre cette sorte de dépendance dans notre petite pièce à l'église, et on avait aussi cette exigence d'avoir un loyer le plus bas possible, parce qu'imaginez les loyers parisiens, ça Dans le 16e en a plus. rendu les totalement inaccessibles. Et voilà, l'association de gestion dont je suis la présidente depuis l'origine veut vraiment est à but non lucratif et veut proposer cette école à tous sans barrière de ressources. Donc il Mm. nous fallait des locaux aux normes et pas du tout au prix du marché. Mm. Et donc, on est allé voir des paroisses voisines. On a présenté le projet à plusieurs conseils pastoraux, etc. On a été plus ou moins bien reçus. Et, et jusqu'au coup, un curé nous reçoit dans sa paroisse. Il venait d'avoir les clés, il venait d'arriver. Et il connaissait pas encore bien tous ces locaux, mais lui rêvait d'avoir une école dans sa paroisse. Et il Vous nous a avez dit, déjà venez, trouvé. faisons le tour ensemble. Et je le vois encore avec son gros trousseau là qui tintait dans mes oreilles. Et on allait d'une salle à l'autre. Et à un moment, on rentre dans une salle qui était mais magnifique, venait d'être refaite. Il y avait un petit espace, salle de bain, toilette à hauteur de tout petits enfants. Et mon père, c'est là? À quoi elle sert cette salle? Il dit, bah, à rien. Elle accueille juste les enfants une fois par semaine pendant la messe. Sinon, Ah, le prêtre qui m'a précédé avait dit, je la prépare pour une œuvre d'éducation. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais je la prépare pour une œuvre d'éducation. Et là, on a jubilé, on sautait de joie, on se dit, mais c'est nous, c'est nous. Voilà. ben oui, c'est C'était une très, incroyable. très belle histoire. Ah oui. Et là, le curé nous dit, mais écoutez, présentez votre projet au conseil municipal qui se tiendra le 19 mars prochain. Mm. Voilà, donc le 19 mars suivant, qui est une date emblématique pour les catholiques. Nous avons Ben oui. participé à ce conseil pastoral et puis qui a validé le projet à l'unanimité avec, en fait, ils ont même été plus loin que ce qu'on disait. Ils nous ont dit, au début, vous payerez pas le loyer et le loyer il sera progressif en fonction de l'évolution des effectifs, de manière à ce que ça ne pèse pas trop sur les familles. Ah, ça Voilà. c'est formidable aussi, parce que souvent on sait que pour les écoles, les 2, 3 premières années sont les plus dures, il n'y a pas encore assez d'élèves pour, ne serait-ce que pour absorber les frais de fonctionnement, et dans les frais de fonctionnement, le loyer arrive en tête évidemment. Donc c'est incroyable comme condition. Ah oui, c'était vraiment providentiel. C'était comme si c'était préparé d'avance. Donc voilà, c'est vrai que notre exigence c'est de servir cette école en fait, hein, de servir cette intuition, Ouais. d'être à l'écoute et d'être au service de ce qui se dessine devant nous. Et il est vrai que les capitaux nécessaires, l'argent nécessaire pour le lancement, il fallait beaucoup d'argent en effet, puisqu'on ne voulait pas euh, pour faire une école Montessori, on peut pas la remplir d'un seul coup d'enfants d'âge trop différents. C'est comme dans la famille. Oui. On voit bien que voilà, on commence avec des petits qui deviendront moyens, qui accueilleront des petits, lesquels deviendront grands et moyens, qui Mm. accueilleront à leur tour des petits. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans avec des gros déficits à financer. Oui, oui. Paradoxalement, je pense que c'est effectivement plus facile, et en tout cas c'est beaucoup plus pertinent que d'accueillir tout de suite des enfants de 3 à 6 ans, en s'imaginant que ceux de 6 ans pourront servir de modèle à ceux de 3 ans. Au contraire, en fait, ils risquent d'être un contre-modèle parce qu'ils n'ont pas été, j'aime pas trop ce terme, mais normalisés à travers l'éducation Montessori, ils n'ont pas absorbé les règles de vie dans la communauté Montessori. Et justement, ils peuvent être en fait plutôt des contre-modèles, alors que les très jeunes enfants, ils rentrent dedans aussi avec un émerveillement qui est incroyable, et donc année après année, ça se passe bien. Je mentionne juste pour ceux qui ne sont pas catholiques ou ont oublié cette date, le 19 mars dont il nous parlait, c'est la Saint-Joseph, le papa de Jésus. Donc effectivement, c'est une très belle date pour démarrer ce projet concrètement à la paroisse. Et alors Laure, est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu comment, dans cette école en particulier, vous articulez à la fois la pédagogie Montessori
et la catéchèse du bon pasteur. Parce que le point remarquable de cette école, c'est que ça n'est pas une séance de caté dans la semaine à côté de l'école, mais qu'il y a vraiment une intégration entre les deux tout au long de la semaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça, c'est le cœur du projet pédagogique de la petite école du Bon Pasteur. C'est que donc c'est une classe maternelle Montessori, comme on les trouve dans tous les coins du monde, avec les aires de travail habituelles, de sensoriel, du pratique, langage et mathématiques. Et nous y avons adjoint une aire de travail supplémentaire qui s'appelle l'aire du Bon Pasteur, qui est une aire de culture religieuse et donc dans laquelle l'enfant retrouve donc à tout moment de la journée une partie du matériel de la catéchèse qui s'intègre bien dans l'écosystème scolaire. Et à côté de ça, l'enfant, alors ceux qui le souhaitent, enfin les familles qui voilà, ont une séance de catéchèse du Bon Pasteur dans une autre salle. Donc c'est voilà, tu parlais tout à l'heure de, en effet, l'atrium, c'est l'environnement préparé à caractère religieux. Et donc voilà, 2 heures par semaine, il y a des groupes d'enfants, enfin pardon, il y a plusieurs groupes d'enfants qui se succèdent dans l'atrium. Et donc les enfants bénéficient à partir du moment où ils sont prêts euh, de cette séance de catéchèse hebdomadaire. Mais il n'y a pas de rupture entre ce qu'il vit dans la classe et ce qu'il vit dans l'atrium, dans la mesure où dans la classe, il peut retrouver le bon pasteur à tout moment de la journée entre deux travaux de nature complètement différente. Donc c'est ce qui permet d'offrir à l'enfant une vie scolaire et une vie religieuse unifiée, voilà, ouais, Mm. de manière très libre, quoi. Et alors, tu disais que les enfants de l'école qui le souhaitent peuvent participer à ces groupes de catéchèse. Est-ce qu'il y a aussi d'autres enfants ou dans ces groupes du mercredi, il n'y a que les enfants de la petite école? Alors, en fait, il y a le mercredi et puis il y a aussi les mardis après-midi, le jeudi Mhm. après-midi, parce qu'il y a 45 enfants dans l'école, donc il y a Oui. plusieurs groupes. Ces temps de catéchèse, ils sont sur le temps scolaire, Ah oui. hormis le mercredi matin, donc c'est pour les enfants de l'école. Mais cet atrium est situé au cœur de la paroisse et pourrait très bien servir pour des enfants de la paroisse. Du Mm. Oui, ce qui est quartier le ou du cas en fait. quartier. D'ailleurs, je pense que c'est le cas, oui. Virginie, c'est mieux que moi parce que moi, je suis plus à Paris. Oui, oui, c'est le cas, tout à fait. Cet atrium, il sert à d'autres enjeux de la petite école. Ça, c'est une fertilisation croisée, comme on dit, hein. Mm. La petite école apporte pas mal de choses à la paroisse, dont l'accès à l'atrium pour des enfants qui ne sont pas de l'école. Mm. D'accord. Ah oui, oui, ça doit. C'est incroyable. Je parle d'expérience, parfois déjà du mal à installer un atrium dans une paroisse et à avoir un groupe. Et là, c'est incroyable d'avoir plusieurs groupes qui se succèdent sur plusieurs jours de la semaine. C'est une belle richesse. Et du coup, alors, d'après toi, quelles seraient les différences principales entre la petite école du Bon Pasteur et une école Montessori, disons, classique? Euh, eh bien, donc il y a cette plénitude de la pédagogie qui est offerte à l'enfant Mhm. par cet accès au bon pasteur, à la catéchèse du bon pasteur. Donc, d'un point de vue pédagogique, en fait, euh, comment dire ça, les périodes sensibles de l'enfant. Donc Maria Montessori, en fait, quand on lit bien ses écrits à la lumière de l'Évangile, en fait, les lois de développement de l'enfant, elles sont mises par Dieu en lui en vue de le rencontrer. Mm. Ce qui veut dire que les périodes sensibles ont une visée surnaturelle. Mm. Et donc, dès lors qu'on propose à l'enfant un environnement préparé à caractère religieux, on permet aux périodes sensibles de l'enfant de se révéler et de se nourrir aussi dans leur dimension surnaturelle. Mm. Donc, on offre à l'enfant la possibilité, en fait, c'est un chemin de communion, d'amour. Mm. Euh, et ce qu'il y a de particulier à la petite école de Montessori, c'est qu'on nomme ce maître intérieur, parce qu'on sait que la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui ouvre à l'intériorité. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant de cette intériorité? Qui est le maître intérieur? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que Mm. c'est voilà, qui est-ce qu'on y met? Bien, nous,
aux enfants qui sont croyants ou qui posent la question, on va vraiment leur nommer, on va leur dire, oui, le maître intérieur, c'est le Mm. Christ, c'est le bon pasteur. Alors, je fais une petite digression. Je sais que c'est quelque chose de très controversé dans le milieu montessorien. Lorsque moi-même, j'ai suivi des formations à la pédagogie Montessori, l'une de mes formatrices disait on ne pouvait pas mettre en œuvre la pédagogie Montessori si on n'était pas croyant. Elle voulait pas, même pas par là dire chrétien, elle voulait simplement dire euh, croyance en un Dieu. Et elle considérait que on ne pouvait pas pratiquer la pédagogie Montessori en étant athée. Pas en étant agnostique, mais en étant athée, c'est-à-dire en disant non, un Dieu n'existe pas. Parce que tout dans cette pédagogie était imprégné par la notion d'un Dieu créateur, l'émerveillement devant la création, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui était parfois très critiqué par ses stagiaires. Et c'est une opinion assez controversée. Et en même temps, c'est vrai que quand on lit les écrits de Maria Montessori, voilà, on voit bien que c'est au cœur aussi de sa pensée. Mm. Mais voilà, dans l'univers Montessori d'aujourd'hui, c'est difficile à dire déjà, peu de gens le disent, difficile à entendre pour d'autres aussi. En tout cas, peut-être qu'on peut résumer la question en disant, en tout cas, ça vient dépasser euh, la partie académique quand on prend en compte, disons que la pédagogie Montessori devient encore plus belle et plus riche quand on prend en compte toute la partie spirituelle derrière et que on peut le faire sans, à mon sens, ça resterait une version très appauvrie si on ne voyait pas l'enfant dans sa totalité, spiritualité incluse. Oui, je me permets de rebondir sur cette question qui est vraiment très importante, alors merci de la soulever. Il me semble aussi qu'il y a un déficit de recherche systématique sur la philosophie de la pédagogie Montessori. Or, en ce moment, il y a une personne qui travaille sur une thèse sur les fondements philosophiques de la pédagogie Montessori et qui va probablement être capable un jour dans un podcast avec vous de revenir sur la manière dont Maria Montessori a même une mission dans sa pensée vers sa pédagogie qui à l'origine était très scientifique Oui. et entre 1909 et 1949 a vraiment évolué vers une pédagogie de plus en plus spirituelle. Mm. Et aujourd'hui, ou très bientôt, ce sera démontré scientifiquement par la science de la philosophie. Hein. Donc vraiment, Mm. c'est très très intéressant. Ah, mais il faudra que tu me donnes l'intitulé de la thèse ou la personne qui l'a fait, parce que ça semble effectivement passionnant. Et j'en profite, on en aurait reparlé de toute façon à un moment ou à un autre, mais j'en profite pour dire que justement, il y a un livre, un excellent livre, qui est sorti sur l'essence chrétienne. Je le cite exactement, c'est l'essence chrétienne de la pédagogie Montessori. C'est Oui, bien tout ça? à fait. Bon, on va faire une petite digression. Comment est né ce projet et de quoi s'agit-il? Alors ça, c'est une demande qui nous a été faite de la part de la maison d'édition Claire Bayard, voilà, qui contre ce que nous faisions et qui souhaitait mettre à disposition des familles un témoignage de ce qui se vivait dans une salle de classe Montessori, enfin à la petite école du Bon Pasteur, qui puisse aussi se décliner dans la vie de famille. Donc on a travaillé à plusieurs pour rédiger ce livre et d'écrire. C'est comme si vous rentriez dans, dans la petite école. Et puis c'est comme si vous aviez quelques idées aussi pour mettre en place tout ça à la maison. Voilà, c'était la réponse à une demande. C'est pas du tout philosophique, c'est plus ancré dans l'Évangile. Nous, notre approche Mm. de la pédagogie Montessori, elle est surtout biblique. Ouais. Là, voilà. Ouais, mais donc l'auteur, c'est la petite école du Bon Pasteur. Donc c'est Oui, effectivement c'est un nous ouvrage toutes. collectif avec une préface de Charlotte Poussin, qui est évidemment bien connue de tous les Montessoriens. Mais en tout cas, rien que ce titre, déjà, voilà, je le trouve très beau. C'est ce qu'on vient d'évoquer, cette essence chrétienne de la pédagogie Montessori. Alors, on va revenir un petit peu à l'école et au côté concret. J'étais un peu curieuse. Est-ce que les fêtes religieuses ont une place dans la vie quotidienne de l'école? Est-ce que peut-être, on avait évoqué aussi un petit peu avec Oriane les couleurs liturgiques auxquelles on introduisait les enfants. Est-ce que l'air du Bon Pasteur change de couleur, par exemple, d'une fête à l'autre? Oui, bah alors c'est sûr qu'à la petite école du Bon Pasteur, il y a l'épaisseur du temps qui passe et voilà, comme dans la catéchèse,
On fait le parallèle entre le temps extérieur, le temps des saisons, le temps de la vie, et puis le temps de l'intérieur du cœur. C'est sûr qu'à la petite école, euh, eh bien, au fil des fêtes liturgiques ou de l'année liturgique, la classe change. La classe change par, en effet, l'ère du bon pasteur qui est mise aux couleurs liturgiques. Et puis, parfois, il y a des activités qui sont proposées d'art. Quand il y a des tableaux, il y a beaucoup voilà, de tableaux. Par exemple, tu parlais de la Saint-Joseph tout à l'heure. Un tableau de Saint-Joseph qui va être mis en mode coloriage avec les bons crayons, les bonnes couleurs. Et puis, en fait, dans la manière d'aborder l'histoire, oui, il y a cet éphéméride. Donc, Mm. l'éphéméride dans lequel on aborde les saints. Et puis, il y a des événements au moment du temps de regroupement, voilà, où l'année liturgique, où les grandes fêtes sont. En fait, c'est le temps, c'est l'occasion d'être heureux et de célébrer. En fait, c'est la célébration de la vie euh, dans toutes ses dimensions. Donc voilà, de même Mm. qu'on est corps, âme, esprit, et bien de même qu'on fête au moment du temps de regroupement les anniversaires en disant aux enfants, t'as fait 4 fois le tour du soleil et on s'émerveille de chaque année de sa vie. Et ben quand il y a une grande fête ou un grand événement, on se réjouit tous ensemble. Mm. Voilà, je crois que c'est vraiment la joie, ouais, la joie du temps, de la vie, dans toute son épaisseur. Enfin, je sais pas si c'est très clair, c'est pas très clair. Si, 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 c'est pour ça qu'on aime bien superposer les calendriers ou les mettre en parallèle rien qu'entre les saisons et les mois. On le fait dans toutes les écoles Montessori pour le coup. Les saisons, les mois, les semaines, les jours. Et, euh, et dans la catéchèse de mon pasteur, on fait ce parallèle justement entre les saisons de la Mm. Terre qui tourne autour du Soleil et puis du calendrier liturgique où tout tourne autour du Christ. Donc c'est très beau. Alors, je vous avais pas prévenu de ces questions, mais j'ai envie de rentrer un tout petit peu dans le détail. Euh, on a rapidement évoqué avec Oriane les différents types de matériel qu'il y a dans la catéchèse du bon pasteur, le travail en particulier pour les 3-6 ans, donc le travail sur les paraboles, le travail sur les événements de la vie de Jésus, surtout de l'enfance de Jésus, le travail sur la liturgie, les objets de la messe, les couleurs liturgiques. Voilà, j'espère que j'en oublie pas d'important. Alors, je vais pas vous faire demander de faire toute la liste, mais comment s'est effectué le choix entre ce qui allait demeurer dans la classe, dans l'ère du bon pasteur, toute la semaine, et ce qui allait être réservé au temps de l'atrium hebdomadaire? Alors, il y a c'est assez pragmatique. D'abord, l'ère du bon pasteur dans la classe, c'est une ère de culture religieuse, donc tout ce qui se rapporte à la compréhension du temps. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on vous avez parlé des calendriers liturgiques. La géographie aussi, donc il y a une maquette de la terre du pays de Jésus. Et puis, pas mal de nomenclature en fait, sur la façon de nommer les objets liturgiques. Donc Oui. voilà, ça c'est vraiment nécessaire pour la culture des enfants, qu'ils soient de familles croyantes ou non croyantes. C'est vraiment de la culture religieuse. Puis on a voulu évidemment que le bon pasteur soit présent, donc la parabole du bon pasteur, pour répondre à cette question, qui est Jésus? Eh bien plutôt que de répondre avec nos mots, qui est une question Hmm. universelle, enfin une question de culture aussi, eh bien on permet à l'enfant d'écouter la réponse que Jésus donne lui-même euh, c'est Jésus qui dit qui il est à travers cette parabole du bon pasteur. Voilà Hmm. pour les éléments majeurs qui sont dans l'ère du bon pasteur dans la classe et qui répondent finalement à toute personne, qu'elle soit musulmane, catholique, voilà, orthodoxe, Hmm. de manière universelle. Et puis, il faut aussi que le matériel puisse être utilisé de manière autonome. Sinon, voilà, Hmm. l'éducatrice, l'assistante, répondent aux mêmes caractéristiques que le reste du matériel. Donc, il y a un commencement, un déroulé, une fin, voilà, qu'il ait toujours la même place sur laquelle être rangé, voilà, qu'il soit vraiment présenté de manière très rigoureuse, comme tout autre matériel Hmm. de l'ambiance. Avec une petite différence quand même, c'est que cette ère du bon pasteur, on a voulu qu'elle soit visuellement marquée par un tapis vert pour marquer quand même une distinction entre les deux. C'est comme s'il y avait un seuil où là, Hmm. l'enfant rentre dans quelque chose de plus intérieur. Voilà. D'accord.
J'aime bien que tu parles, justement, que tu fasses la distinction avec la culture religieuse, parce que je vais juste partager une anecdote là. Euh, Mon mari est professeur en collège public, où il a une obligation de laïcité, et le professeur d'art plastique, euh, pour le plaisir des yeux de ses camarades professeurs, affiche régulièrement au mur des œuvres d'art. Des œuvres d'art qu'il a faites ou qu'il a, je dirais pas recopiées, mais enfin, voilà, auxquelles il fait hommage. Et parmi ces œuvres, il s'est avéré qu'une fois, il y avait, je crois, une annonciation. Et que ce jour-là, quelqu'un de la DSDEN ou un inspecteur est passé et a été choqué qu'il y ait un tableau de l'annonciation en salle des profs, je précise. Normalement, les élèves n'ont pas leur place. Et en fait, si on commence à retirer de notre histoire, de notre littérature, de notre patrimoine Ah, artistique, tout ce qui a une référence religieuse, on peut tout éliminer de ce qui précède, je ne sais pas, le XVIIe ou le XVIIIe siècle. On n'a plus rien. mm, Et je trouve ça triste que aujourd'hui, par volonté de laïcité, en fait, on ne donne plus aux enfants les codes mm, culturels qui leur mm. permettent de comprendre les œuvres d'art, les œuvres littéraires du Moyen Âge, de la Renaissance, etc. Et ce serait comme refuser d'apprendre la mythologie gréco-romaine parce que, attention, c'est une religion. Ah oui, mais si on ne sait pas qui est Jupiter, qui est Athéna, on ne peut pas comprendre les textes des anciens. Donc, comme tu le dis, je pense que c'est quelque chose qui est précieux pour tous les enfants parce que c'est la façon de comprendre notre patrimoine. Et puis je sais aussi qu'à travers la catéchèse du Bon Pasteur, on introduit aussi une culture religieuse sur le judaïsme que beaucoup d'enfants ne Oui, c'est possèdent très pas du tout. Je partageais avec Oriane la semaine dernière que un des enfants que j'ai au caté était surpris de découvrir que Jésus était juif. oui. Mais effectivement, on découvre euh, ce qu'est la Pâque juive, on découvre les rituels et les fêtes juives que Jésus a connues. Et voilà, de même qu'on ne peut pas comprendre notre littérature française sans avoir des notions sur le christianisme, on ne peut pas comprendre la Bible, y compris le Nouveau Testament, sans des notions sur le Oui. judaïsme. Enfin bref, on a besoin de se connaître, quoi, de connaître toutes ces formes de Voilà, oui, culture. oui. Tout se connaître soi-même, sans tout cela, l'enfant a vraiment besoin d'avoir accès à ses origines, et vraiment. Donc, Hmm, c'est pour l'enfant. oui. Et alors, avec cette double approche, la pédagogie Montessori et la catéchèse du bon pasteur, Virginie, concrètement, comment est-ce que vous formez les éducateurs? Est-ce que vous avez des éducateurs Montessori qui sont à la fois catéchistes, ou est-ce qu'il y a des binômes, quelqu'un qui est plus éducateur, quelqu'un d'autre qui est plus catéchiste? Et tu peux répondre successivement ou en même temps, comme tu veux. Est-ce que vous recrutez plutôt des catéchistes que vous formez à la pédagogie Montessori, qui ont déjà une pratique de la catéchèse, ou plutôt des éducateurs qui ont l'expérience de la pédagogie que vous formez à la catéchèse? Voilà. Alors, c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que dans les ambiances, on recrute des éducatrices. Là, je peux pas parler au masculin parce qu'il faut bien Oui. constater que, voilà, ce sont des éducatrices, euh, et dont oui, on privilégie vraiment leur professionnalisme, Hmm. éducatrices Montessori. Et on les recrute aussi sur leur ouverture du cœur, parce que il n'est pas suffisant d'être une excellente technicienne. Il faut aussi Hmm. avoir cette grande ouverture du cœur et ce désir de comprendre l'essence chrétienne de la pédagogie et de s'en imprégner. Donc voilà, on recrute des très bonnes professionnelles et on les forme ensuite à la catéchèse du bon pasteur, soit par leur venue à la formation Bâtir son école sur le roc, soit en continu euh, avec la direction, semaine après semaine, au sein même de l'école. Hmm, d'accord. Et donc la Après, même pour les, personne, pardon, donc la même personne peut tout assurer, en fait, la partie voilà, c'est une académique et très bonne travailler en question. culture En fait, religieuse, et puis. non, c'est une très bonne question parce que donc la même personne peut tout assumer dans l'ambiance, c'est-à-dire Hmm. présenter les quelques matériels présents dans l'air du bon pasteur. En Mhm. revanche, les deux adultes présents dans l'ambiance, donc éducatrice et assistante ou binôme d'éducatrice, ça dépend des ambiances, euh, sont celles qui vont assurer le temps de catéchèse hebdomadaire dans l'atrium. Là, il s'agit de former plutôt des parents d'élèves.
Et là, Ah, d'accord. peut-être que c'est Laure qui va répondre parce que là, on rentre dans la dimension familiale de l'école. Hmm. Laure, Alors justement, Oui, c'est une excellente transition. Quel est ce lien avec les familles? alors les familles, donc on a à cœur de, en fait, que cette vie à la petite école du Bon Pasteur, pendant la scolarité de maternelle de l'enfant, ce soit pas que celle de l'enfant, mais celle de la famille, avec un souci d'accompagner les jeunes familles, les familles naissantes. C'est comme il y a Mm. quelque chose d'une mise au monde sociale de la famille. Et donc, la première chose qu'on a à cœur de partager avec les parents, c'est le regard sur l'enfant, qui est celui proposé par la pédagogie Montessori. Cette posture de l'adulte dans une autorité de service et de regarder son enfant finalement comme le bon pasteur regarde ses enfants. Hmm. Donc, il y a 3 fois dans l'année, il y a des réunions de formation par an à certains aspects de la pédagogie. Donc, on a un certain nombre de thématiques que les parents, donc ça veut dire que si les familles restent pendant 3 ans, elles vont avoir à peu près 9 soirées de formation. Donc, où on aborde différents thèmes comme le sensoriel, la vie pratique, le langage, les mathématiques, mais aussi la pédagogie Montessori face aux sciences, Hmm. ce qui est contre-intuitif dans la pédagogie Montessori, la normalisation, voilà. Et, on parle toujours, on amène toujours la réflexion à un plan supérieur, toujours dans une dimension surnaturelle. Donc, on fait le lien avec la foi ou avec la catéchèse du bon pasteur. Euh, Si bien qu'on amène aux parents aussi vraiment voilà, ce regard de l'essence chrétienne de la pédagogie Montessori pour leurs enfants. Donc, les parents, petit à petit, ça leur permet voilà, d'avoir une posture éducative assez cohérente, ce qui offre à l'enfant aussi une unité de vie, du coup, entre ce qu'il vit Hmm. à l'école et puis ce qu'il peut vivre dans sa famille. Oui, c'est fondamental, oui. Voilà. Et puis les familles, alors Virginie parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir des tarifs abordables. Donc Mhm. ça passe nécessairement par une implication des familles qui est Ouais. nécessaire et qui est voulue aussi, hein, choisie, parce que c'est aussi une école de vie, Hmm. d'être ensemble au service des enfants dans les tâches les plus concrètes et matérielles de la vie de l'école. Donc il y a des équipes de ménage, les parents qui font le ménage en équipe à tour de rôle ou qui approvisionnent la classe, ou qui font la lessive du linge de la classe, voilà. Donc ça, c'est très pratico-pratique. Et puis, on propose aux parents chaque année de s'inscrire dans une équipe parent pour le bon fonctionnement de l'école. Donc, il y a Ah, par chouette. exemple l'équipe bricolage, il y a une équipe Laudato aussi qui s'occupe de tout ce qui est jardinage, compostage, voilà, tout ce qui est, euh, on va dire, de ce qui relève de l'écologie. Et alors, Euh, petite précision pour ceux qui ne seraient pas croyants, qui n'ont pas entendu parler, Laudato Si, c'est donc l'encyclique qui porte spécifiquement sur l'écologie, le soin de notre planète, etc. Donc, quand on parle de projet Laudato Si, c'est un projet chrétien de protection de l'environnement ou d'écologie, de voilà. développement durable, etc. Oui. Voilà, et dans ces équipes par an, il y a la vie fraternelle pour organiser des moments de convivialité. Et puis, il y a une dizaine d'équipes comme ça, et il y a aussi l'équipe Ouais. Bon Pasteur. Et donc là, il y a des parents qui se forment, alors pour le coup, qui se forment à bâtir son école sur le roc en vue de se servir l'école en animant la catéchèse du Bon Pasteur. Ouais, formidable. Voilà. Alors, je me permets d'insister, de rebondir sur ce que tu disais, les rencontres avec les parents, les conférences que vous faites 3 fois par an. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui montent une école ou qui font partie d'une école, vraiment, je vous encourage à développer ce système-là. Déjà parce que ça permet, comme tu le disais, de s'assurer qu'il y a une cohésion, une cohérence entre ce que l'enfant vit à la maison, à l'école. Et pour qu'un enfant grandisse bien, se développe de façon épanouie, il a besoin de sentir qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il vit à l'école, ce qu'il vit à la maison. Euh, et moi-même, c'est comme ça que j'ai redécouvert la pédagogie Montessori. C'est en allant à une des réunions, pas vraiment réunion parents-prof, mais plutôt voilà, de conférences pour les parents, à l'école Montessori de notre fils aîné, qui avait 2 ans et demi, 3 ans à l'époque, où on nous a présenté des activités Montessori, comme on les présente aux enfants. Et alors, j'avais connu ça toute petite, où j'étais dans une école Montessori, mais j'en avais très peu de souvenirs.
concrets. J'en avais quelques-uns, mais pas des souvenirs qui remontaient aux 3-6 ans. Et ça a été un émerveillement. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon de montrer aux parents ce qui se passe à Mm. l'école que de les faire baigner dans cette ambiance pendant quelques temps, pendant une heure ou deux. Surtout que les enfants racontent parfois beaucoup de choses, mais parfois très peu de choses de leur journée. Donc parfois c'est le grand mystère, ce qui se passe à l'école. Et puis, euh, dans une école Montessori, on n'a pas de... Il y a peu de production pour produire. Donc les enfants reviennent pas à la maison avec des tas de choses écrites, avec des tampons, avec des bulletins, avec des choses comme ça. Donc c'est quand même précieux de pouvoir passer un petit peu de temps dans l'ambiance dans laquelle ils passent toute leur journée et de savoir comment ça se passe concrètement. Donc merci de proposer ça, de la part de tous les parents. Ouais, et puis, et d'ailleurs, c'est tant avec le matériel scolaire qu'avec le matériel religieux, c'est quand même une expérience à part entière très forte C'est de ça. recevoir le matériel, de recevoir des présentations à la manière d'un enfant. Oui. Et ça permet aussi, même dans des présentations de sensoriel ou de vie pratique, de mesurer quand même la complexité Mm. de ce qui est demandé à l'enfant. Et ça permet de comprendre, voilà, l'ordre, l'enchaînement des actions, la précision. Enfin, voilà, je pense que vraiment faire cette expérience, ça permet vraiment de pouvoir mieux se mettre à la place de son Mm. enfant quand on s'adresse à lui comme adulte. Puis ça évite les réflexions du style, enfin, je paye quand même pas une fortune, une école hors contrat pour que mon enfant passe le ballet, qui est parfois une vision un peu détournée de la pédagogie Montessori Ouais, que ouais, ouais, ouais. certains C'est ont. vrai que c'est ça. Mais alors justement, en reparlant des familles, c'est vrai que l'école qui a un projet pédagogique très à part. Et du coup, quel est plutôt le profil des familles? Est-ce qu'elles cherchent avant tout une école alternative ou plutôt un enracinement spirituel, peut-être aussi une communauté, parce que c'est quand même voilà, c'est une petite école qui est située dans un quartier de Paris. Quelles sont là ou les recherches des parents? Parce que j'imagine aussi que ça dépend peut-être des familles. C'est un peu tout ça, hein, alors vraiment, c'est un peu tout ce que tu viens de dire, avec quand même majoritairement des parents qui recherchent une école Montessori abordable, Hmm. voilà. Et puis des parents cherchent une Montessori catholique. C'est vraiment les deux profils les plus représentés. D'accord. Mais certains peuvent venir uniquement pour la dimension montessorienne et découvrir son essence chrétienne en intégrant Oui. l'école. Et là, dans ces familles-là, il y a quelque chose de très œcuménique d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment la catéchèse du Bon Pasteur est œcuménique. Elle se développe aussi beaucoup en France, notamment chez nos frères orthodoxes, Hmm. puis qui sont aussi protestantes, qui viennent. Une famille, alors c'est vraiment plutôt minoritaire, mais une famille musulmane également, avec une grande ouverture à la dimension sacrée et culturelle de, euh, bah, de l'école. Et Oui, donc puis, tu réponds à la question que j'allais te poser. On n'a pas besoin de montrer patte blanche, de présenter son certificat de baptême pour ah pouvoir non, inscrire son enfant à l'école. Une ah non, école en ouverte. fait, ce qui est vraiment extraordinaire, ce dont on fait l'expérience, c'est que et ce qui nous rassemble, c'est l'enfant et le regard sur l'enfant. Et c'est l'amour qu'on lui porte. Alors, il est sûr que cet amour qu'on lui porte, pour nous, nous vient clairement du Christ, hein, et on l'assume et on le dit, et on a une charte. Voilà, on est vraiment en totale transparence avec la manière de vivre notre foi et ce que l'on propose aux enfants. Et les parents doivent évidemment y consentir. Hmm. Mais il peut pas y avoir une allergie à Maria Montessori ni une allergie à Jésus-Christ. Mais Oui. on n'est pas obligé d'être pratiquant, on n'est pas obligé d'être catholique. Il faut simplement accepter cette dimension culturelle et accepter que peut-être l'enfant, en effet, va tomber amoureux du bon pasteur. Ça, ou peut demander le Hmm. baptême. Ça, on le dit aux familles. Hein, vous n'êtes pas à l'abri que votre enfant vous demande le baptême. Après, les parents sont pas obligés d'accepter. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment en totale liberté. Donc c'est D'accord. vraiment voilà, on fait cette expérience de l'universalité en fait, l'universalité catholique au sens universel. Hmm. Et on a déjà pas mal évoqué le lien avec la paroisse, donc déjà le fait que voilà, vos locaux se situent dans la Ah oui. paroisse. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres liens entre la Ah oui. paroisse et l'école? Alors ça, c'est un fruit qu'on a découvert aussi au fil de la vie de l'école, toutes les passerelles qu'il pouvait y avoir
Et notamment des passerelles invisibles, par exemple, la paroisse accueille des sans-abri pendant l'hiver. Donc, les sans-abri divers solidaires viennent quand les enfants sont prêts, ils repartent avant que les enfants n'arrivent. Mais quand même, les enfants le savent. Et par conséquent, chaque jour, eh bien, ils préparent du pain ou un petit bouquet de fleurs qui ira dans la salle des sans-abri. Et ils sont très heureux de ça. Ah oui, Qu'est-ce c'est qu'on a beau. d'autre qui s'est manifesté? Alors, il y a aussi, ah oui, ça c'est un autre fruit, c'est le lien avec le patronage. C'est qu'il y a un Mm. patronage dans cette paroisse qui accueille les enfants à partir de 7 ans. Et il n'y avait rien comme proposition pour les plus petits. Ah oui. Alors maintenant, la petite école ouvre ses classes pour les enfants plus petits pendant les semaines du patronage. Donc, ça a permis d'élargir l'offre proposée au patronage, vous voyez. Donc le patronage, c'est pendant les vacances? Parce que parfois c'est le week-end. Voilà, oui, oui, Là, c'est oui, pendant c'est les pendant les vacances. vacances scolaires, tout à fait. Voilà, j'oublie sûrement parce qu'il y a plein de choses, mais chaque paroisse a sa propre culture, a ses propres initiatives. Mais une paroisse, c'est une famille de familles. C'est en fait, c'est une communauté d'associations au pluriel, quoi. Donc Mm. tout ça peut interagir et chercher où est-ce qu'on peut s'entraider, où est-ce qu'on peut grandir dans sa charité, dans l'amour. Voilà, c'est très Mm. créatif. Ah, je trouve ça très touchant, en particulier pour les SDF. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau et j'imagine combien pour les enfants, d'un côté sans être confrontés peut-être directement à la dureté des situations de ces personnes, euh, voilà, savent juste l'essentiel, que c'est des personnes qui n'ont pas d'abri pour la nuit et Oui, comment on peut leur donner un peu d'amour. ils connaissent leurs prénoms. Il y a leurs prénoms qui sont écrits Ouais. et c'est confier pour eux s'ils le désirent, les confier, voilà. Ah, c'est très très beau. Ah, alors, comme on l'avait dit au tout début de cet épisode, moi je vous ai connu à travers les formations, bâtir son école sur le roc. On l'évoquait en aparté avant de lancer l'enregistrement. Effectivement, il est possible que j'ai participé à la toute première de ces formations. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Virginie, quand est-ce que tu les as créées? Enfin, tu n'es pas toute seule d'ailleurs. Quand est-ce que vous les avez créées et qu'est-ce qui vous y a poussé? Alors, ça, c'est vrai qu'on faisait mémoire ensemble Ouais. de la 206 avec une remorque accrochée, chargée de matériel. Ah bah oui, parce que alors je précise que c'était pas, et ça n'est toujours pas d'ailleurs dans les locaux de l'école, hein, Non, voilà, on l'a merci, évoqué avec Oriane chez les Carmes d'Avon. tout à Donc fait. effectivement, il faut tout déplacer, y Il faut compris tout des sièges en tournée. déplacer. Absolument. Et en fait, on a là aussi répondu à une demande. C'est vrai qu'on a rarement eu l'idée de faire des choses de notre propre initiative. On a demandé, qu'on a répondu et qu'on s'est mise au service. Et vous savez, cette intuition d'une petite école Montessori dans son essence chrétienne, elle est venue dans mon cœur, mais pas seulement. Très vite, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui le portaient. Et dès que l'école a ouvert, quasiment 2 ans après, on était contacté par d'autres écoles qui voulaient, qui ressentaient le même appel. Hein. Vraiment, moi, je crois profondément en l'œuvre de l'Esprit Saint qui appelle un peu partout. Mm. Et donc, d'autres personnes venaient nous disaient, mais comment avez-vous fait? Quelle est bonne de mettre cette pédagogie en œuvre? Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas répondre aux personnes comme ça individuellement et qu'on allait apporter une réponse collective, entre guillemets, en créant une formation. Ça s'est fait comme ça. Et là encore, on a voulu qu'elle puisse se dérouler dans un lieu d'église pour être encore une fois portée par l'église dans notre mission. Mm. Et c'est pour ça qu'elle se déroule chez les Carmes à Avon, tout près de la forêt de Fontainebleau. C'est un lieu où les parents, les éducateurs peuvent se reposer, en plus d'être formés. Ouais. Ça correspond aussi à un temps de retraite Ah, on et est de ressourcés, hein. ressourcement. Ah, et ça, je le confirme, c'était vraiment une très belle expérience. Et puis, c'est vrai que c'est une formation à la catéchèse, mais effectivement, la formation, c'est bâtir son école sur le roc. Et justement, on y détaille très bien ce qui peut avoir sa place dans l'école elle-même, ce qui va avoir sa place dans l'atrium à côté. Et ce que j'avais trouvé formidable, c'était la façon dont ça nous avait mis en relation aussi. Bon, je parle au féminin, mais il y avait aussi des hommes. Ça nous avait mis en relation les uns avec les autres à travers la France. On s'était réunis là. Et encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec plusieurs des personnes. Bah, j'ai encore retrouvé une dame avec qui je me suis formée il y a littéralement 4 jours. Voilà. On Waouh! s'est retrouvés totalement par hasard. Donc, c'était une belle occasion de renouer. Ah, c'est Et ça, précieux. quand on crée des écoles, avoir un réseau, pas au sens réseauter, faire du networking, non, mais se soutenir mutuellement, Ouais. partager ses difficultés, partager ses idées, c'est vraiment précieux. Donc, c'est d'une grande aide.
Et là, cette année, et aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse de vous recevoir, c'est que vous fêtez les 10 ans de la petite école du Bon Pasteur. Donc ça, c'est quand même Ah là extraordinaire. là. Alors 10 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Waouh. Alors 10 ans, franchement, c'est vrai qu'on les a pas vus passer. Hmm. Je crois qu'il y a un psaume, un proverbe qui dit à tes yeux. Moi, j'ai l'impression que ça a duré un jour. Mais à la fois, on ressent quelque chose de l'enfance qui a mûri, c'est-à-dire que on n'est plus des tout petits tremblants enfin, dans une totale dépendance super fragile. On a une Hmm. forme de solidité liée à l'expérience, mais on reste quand même au seuil de l'adolescence. Là, je sens que la petite transformée encore continue à s'affermir tout en gardant sa petitesse, qu'il y a encore des défis devant nous. On a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à progresser, beaucoup à partager. Voilà, donc il y a voilà, à la fois des racines qui sont bien profondes Hmm. et à la fois un avenir tout plein de promesses, d'incertitudes, de craintes, d'émerveillements. Voilà, ah, l'aventure continue. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose qui est très particulière aussi avec cette école, c'est qu'en général, une école Montessori qui se crée, elle démarre par une école maternelle, et puis petit à petit, on cherche à rajouter des classes, on cherche à développer l'école, à la faire grandir. Or, vous, c'est la petite école du Bon Pasteur. Et je crois qu'elle est appelée à rester petite. Oui, c'est très C'est bien juste ça. ce que tu soulignes. C'est vraiment drôle que tu mettes le doigt dessus. Il est vrai que plus je suis au service des enfants, et même au service des enfants qui grandissent, plus je reviens à cette tranche d'âge des 3-6 ans, car je constate que c'est vraiment là que doivent être les plus abondamment nourris et soigné. Et voilà, il est vrai que s'il fallait ouvrir un élémentaire, ce serait peut-être pour la génération d'après. Il me semble qu'il y a Mm, encore beaucoup de travail pour faire connaître cette tranche d'âge qui est encore trop méconnue et si importante pour notre monde, vraiment. mm. Oui, c'est comme quand on méprise les enseignants de maternelle en disant qu'ils font que du coloriage toute la journée, alors qu'on sait que c'est là qu'on pose les bases de toute la suite. Je crois qu'on commence quand même à en prendre conscience et à se dire que Oui. il faut chérir cette tranche d'âge-là, en prendre grand soin, parce que tout le reste ensuite repose sur ces fondations qu'on a posées à ces âges-là. Et alors, donc Laure, toi, tu es plus particulièrement en charge du développement d'un réseau d'écoles du Bon Pasteur. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, est-ce que peux nous en dire un peu plus? D'où vient ce désir de créer un réseau? Ouais. Et quel est le besoin que vous avez identifié ou l'appel que vous avez reçu là-dessus? Alors, je crois que dès l'origine de l'école, ou très tôt, en tout cas, je ne saurais pas dire quand, mais euh, enfin, notre enthousiasme, voilà, l'enthousiasme et la joie de ce qu'on vivait, on avait, enfin, en tout cas moi, l'idée que ce serait tellement beau que ça profite à d'autres Hmm. et que donc ce petit projet, qui est beaucoup de travail, mais qui est un petit projet quand même à taille humaine, puisse essaimer et qu'il puisse y en avoir à droite, à gauche, en différents endroits, comme des petites lumières, quoi, Hmm. voilà, et d'ailleurs qui mettent en lumière euh, eh bien, cet âge dont parlait Virginie avant, ce petit enfant qui a tant à dire au monde et qui a tant à nous apporter à nous adultes. Donc voilà, je crois que c'est un désir partagé et une intuition qu'on a depuis le début, mais voilà, il fallait du temps et puis c'est venu comme ça de manière assez organique l'année dernière. En fait, comme disait Virginie tout à l'heure, la formation Bâtir sur son école sur le roc, c'est un premier élément de Oui. réponse à des personnes qui sollicitaient, qui posaient des questions. Et depuis toutes ces années, de fait, l'une ou l'autre a consacré pas mal de temps, beaucoup de coups de fil avec des fondateurs d'écoles, des porteurs de projets, voilà, qui se renseignaient. Et puis l'année dernière, on s'est dit, enfin bon, c'est comme si c'était arrivé à maturité, ça devenait assez naturel de se dire, mais en fait, euh, alors les gens prenaient nos conseils, après on ne sait pas forcément ce qu'ils en faisaient, ou ils s'en emparent avec plus ou moins de succès,
on s'est rendu compte aussi que c'était quand même très exigeant, qu'il fallait, c'est quand même précaire, c'est fragile. Il faut quand même beaucoup de prudence, de sagesse, de rigueur dans la mise en œuvre. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des difficultés Mm. économiques, voilà, des difficultés, des enjeux de pérennité, soit pour des questions de locaux ou de gestion financière ou de division dans les équipes qui peuvent porter les écoles. Donc voilà, Mm. ça a beau être petit, c'est complexe, compliqué. Et on pense qu'on a acquis voilà, enfin, un certain savoir-faire relatif, mais voilà. Déjà, une Et école on a qui est envie, là depuis 10 ans. Oui, une école qui voilà, est là depuis 10 ans a une expérience ouais. et un sérieux qui vaut la peine d'être partagé. Parce que avoir passé ce cap des 10 ans, c'est quand même une Mm. belle victoire pour une école hors contrat. Voilà. Avec le Covid au milieu. Ouais, Pardon? avec le Covid au milieu. Oui, en plus, oui. Avec le Et alors, du coup, on s'est dit, bah, en fait, comment on a réfléchi, comment accompagner, qui, de quelle manière, voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire, mais en fait, on voudrait accompagner des porteurs de projets qui voudraient faire des petites écoles du Bon Pasteur. Donc, ces petites maternelles, Montessori dans toute sa dimension chrétienne, avec cette dimension familiale et au cœur de l'Église. Et qui s'appellerait Euh, donc, moi j'habite la à petite école du Monceau, Bon Pasteur. Donc de là, Monceau. Voilà, avec juste la ville voilà, qui change. ouais, la ville, le nom de la paroisse, parce qu'on se Mm. dit, bah, si d'aventure il y en a plusieurs dans la même ville, comment est-ce qu'on va les Ah distinguer? mais oui. Donc il y a Moi, un je parlais lieu d'un village, hein, d'ancrage, donc voilà. si dans mon village je devais en avoir une déjà, je serais bien contente. Non, mais voilà, donc en effet, il y a l'idée de partager un logo, voilà, et un nom. Donc c'est Mm. pas rien aussi. Donc voilà, on a travaillé pas mal sur les modalités. En fait, du coup, mais si quelqu'un nous contacte, bah, comment est-ce qu'on peut avoir le nom Petite École du Bon Pasteur? Comment Oui. est-ce qu'on s'organiserait? Voilà. Quel rôle est-ce qu'on aurait, nous, de partage de notre savoir-faire dans la fondation, mais aussi après dans le fonctionnement, tout en laissant les personnes voilà, gérer leur école sans s'immiscer dans la gestion locale. Donc c'est comme ça qu'on a dessiné petit à petit un chemin et que maintenant, voilà, ça coïncide avec cet anniversaire des 10 ans. On est prêt à, à faire savoir, voilà, à partager et à accompagner Mm. des personnes qui, qui, qui souhaiteraient porter ce genre de projet. Les accompagner dans leur discernement, dans les étapes de fondation, d'affiliation, et puis ensuite dans le fonctionnement, voilà, en faisant se rencontrer les différentes écoles. C'est formidable parce qu'en plus c'est vraiment dans l'esprit montessorien de liberté et de discipline. C'est-à-dire que d'un côté, vous protégez le nom, c'est un gage de sérieux. Vous allez mettre des exigences, d'avoir une charte commune, d'avoir quelque chose à Mm. laquelle tout le monde s'engage. Et en même temps, vous offrez une liberté parce que vous offrez aux gens la possibilité de développer ça chez eux, vous leur donnez les moyens, les ressources, etc. Donc je trouve qu'on a cet équilibre entre d'un côté je donne et de l'autre je Mm. protège aussi, qui est au fond très montessorien, je trouve. Alors quel serait, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quel serait du coup l'idéal de ce réseau? Donc une charte commune, les formations sans doute bâtir son école sur le roc. Oui, il y a une charte hein, déjà voilà, qu'on a rédigée, qui existe. Il y a, alors, en fait, bon, on ne peut pas complètement spéculer et écrire ce que ce sera puisque c'est pas complètement existant aujourd'hui. Mais ce qui est Mhm. sûr, c'est que l'idée, c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'enrichir des expériences mutuelles, de la réalité du terrain, Mm. et puis de creuser ensemble cette essence chrétienne de la pédagogie Montessori, du mystère de l'enfance qu'on n'a pas fini de découvrir. Et voilà, Virginie disait, l'Esprit Saint œuvre chez les uns et chez les autres. Et donc moi, j'entrevois, en fait, aujourd'hui, dans les réunions d'équipe pédagogique, on prend toujours un moment avec des écrits de Montessori qu'on Mm. lit et dont on essaye de tirer le fil à la lumière de l'Évangile. Donc vraiment pour creuser cette essence chrétienne. Et c'est des travaux qu'on aime bien faire en équipe pédagogique et puis voilà, entre personnes qui portons un peu l'école dans la prière. Et j'imagine que après, quand il y aura plusieurs écoles, voilà, il y a les questions très matérielles de gestion de l'école qui sont très importantes, qui sont la réalité, le concret Mm. de notre vie, et puis aussi cette recherche commune autour de l'enfant. Mm. Oui, il y a Voilà, la qui vie donnera pratique sûrement et lieu. il y a... Il y a la vie pratique. Ouais.
Et puis, Euh, Il y a de la recherche. voilà, exactement. On aime bien la recherche, on aime bien se replonger dans les écrits de temps en temps, ça équilibre les journées. hmm. Et alors, du coup, ça s'adresse aussi bien à des porteurs de nouveaux projets qu'à des écoles, peut-être des écoles Montessori existantes qui voudraient euh, voilà, rajouter cette dimension à leur projet, aussi bien des nouveaux Euh, créateurs qu'à ouais. des écoles installées. Alors, en fait, les écoles existantes, en fait, bon, ce qu'on constate, c'est que il y a pas mal de personnes qui viennent d'écoles existantes se former. Hmm. C'est souvent des initiatives assez individuelles Hmm. d'institutrices qui viennent pour leur classe. Voilà, parfois il y a des projets d'école, mais je ne crois pas qu'on ait déjà eu des personnes, par exemple, une école Montessori qui ne soit que maternelle et qui veuille ajouter la Hmm. catéchése Montessori. Bon, en l'occurrence, D'accord. je pense qu'il lui suffirait de venir à bâtir son école sur le Roc. Et puis, en Hmm. effet, ce serait relativement aisé de s'affilier. Mais là, en tout cas, donc là, on parle beaucoup d'écoles qu'on accompagne aujourd'hui, qui sont des écoles, on va dire, d'inspiration de ce Oui. projet Petite École du Bon Pasteur. Maintenant, nous, là, on est vraiment prêts à accompagner des porteurs de projets pour créer des petites écoles du Bon Pasteur vraiment ex nihilo. Ouais, alors ça, c'est vraiment précieux. Alors, est-ce que vous avez déjà justement des liens avec d'autres écoles ou structures qui sont intéressées par cette double pédagogie? Alors, avec des personnes plutôt, D'accord. avec des individus porteurs de projets. Donc, on s'est adressé, en fait, on s'est dit assez, ça nous semblait assez logique de nous adresser en premier à toutes les personnes qui se sont formées à la catéchèse du Bon Pasteur à travers la formation Bâtir son école sur le Roc. Donc, Naturellement. voilà, on a fait savoir qu'on se lançait dans cette dynamique de développement de réseau. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour le faire savoir auprès de publics plus larges ou de personnes formées à la catéchèse du Bon Pasteur, mais pas forcément par bâtir son école sur l'Europe, puisqu'il y a d'autres Mhm. formations qui existent. Tout à fait, on en Et avait puis parlé, ouais. par voilà, dans le monde montessorien aussi, des personnes formées à la pédagogie Montessori qui pourraient vouloir fonder des écoles, mais qui savent pas forcément quoi. Bah, nous, on a ce modèle, voilà, Hmm. qui est à disposition. Ok, formidable. Mhm. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un justement qui voudrait lancer une école similaire? Par quoi commencer? Alors, ça peut être sur le plan pratique, mais peut-être aussi sur Ouais. le plan spirituel, je ne sais pas. Bah déjà, moi, je crois qu'il faut venir voir à la petite Hmm. école du Bon Pasteur. Donc, c'est ouvert pour accueillir des personnes en observation Ça, c'est dans la formidable. classe, dans l'atrium, de se rapprocher de l'association, peut-être d'adhérer à l'association La Petite École du Bon Pasteur pour être tenu informé de nos différentes actualités ou voilà, de suivre un peu sur les réseaux. Et puis, donc, ce sont des personnes qui peuvent prendre contact Mhm. avec moi, puisqu'on a formalisé un peu, voilà, ce processus de discernement. Donc, on peut mettre à disposition des personnes des éléments pour pouvoir se questionner. Et nous, on est disponible après pour échanger et pour poursuivre le chemin. Alors, est-ce que tu veux partager, on la mettra dans les notes de l'épisode, mais veux-tu partager peut-être une adresse mail ou quel est le point de Ah contact oui, justement, eh Laura? ben oui, 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 oui. Alors, donc, c'est l'adresse réseau, RESEAU, tiré du 6 école au pluriel, arrobase lapetiteécoledubonpasteur.com. Tout attaché, la petite école du bon pasteur. Exactement. Mm. Et puis sinon, tu disais plus spirituellement. Alors bon, ce dont on fait l'expérience depuis l'origine, nous, c'est on y arrive rarement tout seul. Donc Hmm. il n'y a pas besoin d'être très nombreux, mais de pouvoir être au moins deux. Hmm. Voilà. La première étape, c'est la catéchèse du bon pasteur, parce que c'est vraiment là-dessus que c'est vraiment la pierre de fondation de l'école. Donc c'est de découvrir cette catéchèse euh, voilà, en observant ou par la formation bâtir son école sur le roc ou par étapes. Nous, on aiguillera selon là où en est la personne sur son chemin Hmm. de ce qu'elle peut faire pour creuser, éprouver son désir aussi, voilà, mieux bien comprendre. Et puis voilà, la petite école du bon pasteur, tu demandais tout au début le nom de cette école, c'est aussi que c'est la sienne. Voilà, c'est celle du bon pasteur. Hmm. Donc, on peut témoigner vraiment que dans les hauts et les bas de l'école, c'est lui qui conduit tout. Donc voilà, le laisser marcher devant, je dirais, spirituellement, ça me paraît ordonné.
Oui, moi j'en rajoute un petit peu et je trouve que c'est très beau et très juste ce que tu dis, Laure. La vie dans l'atrium, donc dans le lieu de catéchèse, c'est un lieu d'expérience religieuse commune, enfants, adultes. Et c'est un lieu où vraiment on apprend, nous, enfin moi j'ai appris en tant qu'adulte, à vivre au quotidien avec le Christ, bon pasteur, et à me laisser conduire par lui. Et, et il me semble que sans sa présence, eh bien, cette école ne serait pas née en fait. Apprendre à le suivre, l'écouter, marcher à sa suite, discerner le prochain pas à faire dans ce projet, c'est vraiment la vie dans l'atrium qui permet, enfin, ça c'est un témoignage, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est un lieu où je garde ce lien à la source de mon agir dans cette expérience religieuse à petits enfants et en présence du Christ. Et Mm. c'est ce que je souhaite vraiment à d'autres porteurs de projets parce que ça permet d'avancer, comment dire, avec la lumière au cœur de l'âme, quoi. C'est cette lumière-là qui va guider pas à pas une fondation d'école. Enfin, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est ce que je désire pour les futurs porteurs de projets. Alors justement, on va commencer à... Cet épisode touche à sa fin. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la petite école du Bon Pasteur? Donc comment est-ce qu'elle va s'appeler? Parce qu'elle s'appellera plus la petite école du Bon Pasteur tout court. Du coup, ça va être la petite école du Bon Pasteur. Quel nom va-t-elle porter? Assomption, elle va s'appeler Assomption Paris. En fait, De elle aura l'Assomption en Paris? dessous de son logo le nom de la paroisse et le nom de la ville à laquelle elle se rattache, tout à fait. Mais c'est Alors, vrai que dans l'avenir, moi, mon rêve, c'est que enfin, dans toutes les régions de France, il y ait au moins une paroisse qui puisse accueillir une petite école comme celle-ci, qu'il y ait partout en France des havres, des petits points lumineux où les familles et les enfants puissent grandir dans cette paix, en fait, vraiment, et dans cette joie. peut-être un jour, qui sait, à Monceau, au Mm. plein cœur de la Franche-Comté. Oui. J'aimerais bien, mais bon, on n'en est pas là de notre côté. Et au niveau des enfants, surtout à toi Virginie, qui était beaucoup au contact des enfants directement, quels fruits est-ce que tu vois dans leur développement spirituel? Ou peut-être qu'il y a un cheminement d'enfant qui t'aurait particulièrement touché? Alors, c'est vrai que c'est singulier pour chacun, puisqu'il s'agit d'une école de vie. Mm. Mais moi, ce qui est commun en fait aux enfants, c'est la joie. Il me semble que Mm. les enfants qui passent par la petite école du Bon Pasteur, eh bien, vivent une joie de grandir et de vivre. Mm. Simplement. En fait, ça paraît vraiment bateau ce que je dis, mais c'est pas si fréquent Alors, pour pardon, les mais petits. peu d'enfants vont à l'école joyeux et sont joyeux des journées qu'ils y passent. Alors, en général, dans les écoles Montessori, beaucoup plus. Donc, c'est pas bateau Ouais. du tout, au contraire. Ouais, non mais c'est vrai, merci de me le redire, mais moi c'est vrai que ouais, c'est cette joie de grandir et de vivre. Et quand je dis vivre, c'est vivre aussi en présence du Seigneur. Et j'ai en tête un dessin de petite fille, un dessin libre, hein. Vous savez tous que voilà, il y a du dessin, il y a cet espace pour la peinture. Et il y a une petite fille qui s'est dessinée en peinture, en quelques coups de pinceau, en train de marcher. On dirait qu'elle touche même pas la terre. Elle a son sourire comme ça, et elle suit un soleil. Et dans le soleil, il y a écrit son prénom. Et après ça, elle a fait un autre dessin où elle a dessiné le bon pasteur qui a cette même, avec son bâton, qui marche sur Oui. la même terre qu'elle. Et voilà, et vraiment, je me disais, mais cette petite fille, il y avait là aussi son prénom qui était écrit. Et, et cette petite fille a cette joie de grandir en présence du Seigneur. Et il y a une phrase du psaume qui m'est revenue, c'est je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Mm. Cette enfant, elle est vivante, elle marche en présence du Seigneur, la joie au cœur. Voilà, c'est ça, moi, Mm. que je retiens. Même le prénom, je trouve ça très beau parce que justement, dans la parabole du bon pasteur, bah, comme tu le sais évidemment, on insiste beaucoup sur le fait que le bon pasteur connaît toutes ses brebis par leur nom et il va chuchoter à l'oreille de chacune, les appeler chacune par leur nom. Et bon, on parle d'un berger avec ses brebis, mais se dire qu'un Dieu tout-puissant qui a créé les phénomènes naturels les plus impressionnants puisse nous connaître, nous, petites choses sur cette terre, par notre prénom,
Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui a dû la marquer aussi, hein. Oui, c'est ça. Très Et nous longtemps. aimer infiniment. Ça change Oui. tout pour nos enfants de grandir en se sachant infiniment aimés. Ça Mm. change. Mm. On a fait parler un petit peu avec Oriane, et je crois ça vaut le coup d'en reparler un petit peu. Il n'y a rien de plus sécurisant pour un enfant et de meilleur pour sa construction que de grandir en étant aimé de façon inconditionnelle. Et on ne peut que souhaiter à tous les enfants d'être aimés de façon inconditionnelle par ses parents. Mais on sait bien en tant que maman que c'est pas toujours. Je dis en tant que maman parce on est trois mamans, que c'est pas toujours simple. En tant que parents, on fait des bêtises, on aime mal nos enfants, pas aussi bien qu'on le voudrait en tout cas, et donc qu'ils aient cet amour inconditionnel auquel se raccrocher. Mm. Je pense que pour eux, c'est extrêmement fondateur et très très précieux dans leur développement. Et alors, Et c'est le si. cadeau extraordinaire de la catéchèse du bon Mais pasteur, oui. de commencer entre 3 à 6 ans par fonder cette relation dans l'amour, Hmm. sur l'amour inconditionnel, de manière ensuite à pouvoir aborder la construction morale. Oui. C'est le cadeau immense de cette catéchèse et de cette pédagogie. Hmm. Ah bah justement, j'allais vous demander à l'une et l'autre ce que vous aimeriez que les enfants retiennent profondément de leur passage à la petite école. Alors Laure, est-ce que c'est justement ça que tu voudrais qu'ils retiennent ou est-ce que tu voudrais ajouter autre chose? Alors, moi, en fait, ce que je m'étais noté en réfléchissant à cette question, c'était que peut-être quand ils seront adultes, en faisant mémoire, ils se souviennent combien ils ont été aimés. Hmm. Voilà, même pas que par le bon Oui. pasteur, mais par ces regards qui ont été posés sur eux. Ouais. Hmm. Et toi, Virginie? Oui, c'est vrai. Ils ont été aimés, combien ils ont été heureux de vivre et de grandir. Qu'ils Ouais. soient vraiment, moi, j'ai cette grande espérance que en repartant dans la vie après la petite école du bon pasteur, ils aient si fréquemment plongé en eux-mêmes et puisé à la source de leur agir, voilà, au fond d'eux-mêmes, pour orienter leurs actions vers quelque chose qui est bon pour eux, bon pour les autres, qu'ils retrouvent plus facilement ce chemin, même dans la vie compliquée. Voilà. Hmm. Ah, l'amour, la joie, la paix, c'est les meilleurs fruits qu'on puisse espérer à une telle catéchèse. Et est-ce que peut-être vous voudriez partager avant qu'on partage quelques détails pratiques. Non, c'est quoi? On va d'abord partager les détails pratiques. Et puis on va finir par quelque chose d'un peu plus spirituel avant de nous quitter. Alors vous avez une grosse actualité en ce moment entre justement les 10 ans de la petite école. Je crois que vous organisez une table ronde le 17 mai. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu Oui, c'est plus? vrai. En effet, et quand Laure disait venez, eh bien justement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes touché par ce podcast, venez le 17 mai, table ronde, puisque à l'issue de cette table ronde, on ira visiter les classes. Hmm. Et c'est vrai qu'on organise une table ronde pour rassembler des personnes qui sont touchées par la pédagogie Montessori, mais au-delà de la famille ou de la classe, c'est dans la vie du monde. Et on est hyper enthousiaste et touché que nos invités aient accepté de venir témoigner parce qu'ils sont très divers. Il y a une femme notamment qui s'appelle Sevim Riedinger, qui est psychologue clinicienne et Mhm. psychothérapeute et qui a 40 ans d'expérience. Elle a Mhm. écrit un livre qui s'appelle Le monde secret de l'enfant, extraordinaire, dans lequel elle témoigne en fait dans sa pratique que les enfants ont une conscience du sacré qui est vraiment une constante dans leur fonctionnement psychique et quelle que soit leur origine socioculturelle. Et en fait, elle témoigne vraiment en racontant plein de petites histoires que cet espace sacré en eux est une source invisible, voilà, et qui donne, enfin, qui permet aux enfants de reprendre vie quand ils sont en difficulté, parce que quand ils arrivent dans son cabinet, c'est qu'en général, ils ont Oui, des difficultés. bien Donc, sûr. vraiment, j'ai hâte de l'entendre témoigner. Alors quel est le thème global de la table ronde? Et la table ronde, en fait, le thème global, ce sera Maria Montessori a beaucoup à apporter à notre monde contemporain pour Mhm. comprendre l'enfant et comprendre l'humain. Et les grands principes de Maria Montessori sont universels. Hmm. Ils se limitent à la salle de classe et ils vont bien au-delà. Et donc, Ouais. les principes montessoriens se retrouvent dans le cabinet de psychologie, notamment dans la manière dont nous, on la met en œuvre à la petite école du bon pasteur avec cet accès au sacré. Mais pas seulement. Là où on va être assez contrasté et novateur, c'est qu'on a aussi invité un chef d'entreprise, figurez-vous. Ah oui? Oui, c'est un peu étonnant.
mais enfin vraiment, on a interviewé avant. Il est extraordinaire. Il s'appelle Thierry Pic et lui, il applique les principes montessoriens au management de son entreprise. Mmh. Ses enfants est en école Montessori et c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point finalement la philosophie de Maria Montessori peut s'appliquer bien au-delà de la salle de classe. Donc moi j'ai vraiment hâte d'entendre Thierry Pic. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Bienvenue chez les fous. C'est assez Ah drôle où il oui, raconte toute son histoire. oui. Voilà, c'est passionnant, vraiment passionnant. Alors, je fais une Euh, petite digression. En fait, ça ne m'étonne pas du tout. ah, Parce que donc moi-même, je suis facilitatrice en discipline positive. Et la d'accord. discipline positive euh, s'attache à toutes les relations humaines, mais en particulier la parentalité. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes principes. Il y a des parallèles incroyables. Bon, j'ai déjà fait des épisodes dessus pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast. Sinon, cherchez Montessori, discipline positive, vous retrouverez certains épisodes de podcast. Mais je parlais de liberté et discipline dans la pédagogie Montessori tout à l'heure. On parle de fermeté et de bienveillance dans la parentalité en discipline positive. Et en fait, la discipline positive, elle a des ramifications et on l'utilise. Alors, on ne parle pas de discipline dans ces cas-là, mais on l'utilise pour la vie de couple. On l'utilise aussi pour, évidemment, tout ce qui est classe et collectivité et aussi pour le monde de l'entreprise. Parce qu'en fait, ça touche à toutes les relations humaines et Hmm. c'est fondé sur un respect mutuel. C'est-à-dire que je respecte la liberté de l'autre, je respecte ma propre liberté, je pose aussi mes limites. Et donc, ça ne m'étonne absolument pas, de même qu'on utilise la pédagogie Montessori dans les EHPAD, avec des personnes âgées, etc. Si on s'attache à la philosophie Montessori, c'est parfaitement cohérent, en fait. Tout à fait. Et si, dès le départ, on a confiance en l'homme, confiance Oui. en l'humain. Mm. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très important comme constat de départ. Mm. Dire que l'homme est bon et que je peux lui faire confiance. Ouais. Et voilà, il y a toute la dimension aussi de l'aménagement de l'espace, l'environnement, la subsidiarité, la considération, l'initiative, enfin, toutes ces choses-là qui rentrent dans le management Mm. et qui font que son entreprise est une entreprise qui a succès, hein. Donc et la troisième invitée, ce sera, eh bien, la philosophe dont je vous parlais tout à l'heure, Guillemette de la Grandière, qui a vraiment lu tout Montessori chronologiquement et sa thèse sera bientôt soutenue et j'espère publiée, vraiment. Ah, formidable. Donc le 17 Ça mai, donne envie. venez. Venez le 17 mai, on sera hyper heureuse de vous accueillir toutes et tous ceux qui écoutent ce podcast et toi particulièrement, Anne-Laure. Est-ce qu'il y a une inscription à faire auparavant ou... Oui, je crois que sur les réseaux sociaux, enfin sur nos réseaux sociaux, il doit y avoir un QR code pour s'inscrire. Oui, tout à fait, il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Oui, bah, on mettra les liens, toutes les informations nécessaires dans les notes de l'épisode. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, allez-y. On remettra aussi évidemment l'adresse bien de Laure pour tous ceux qui sont intéressés par le réseau de Petite École du Bon Pasteur. On a évoqué le livre L'essence chrétienne de la pédagogie Montessori que je vous recommande aussi évidemment. Et puis vous allez bientôt avoir une nouvelle session, je crois, des formations Bâtir son école sur le roc. Je crois qu'il y a 2 niveaux, session 1, session 2. Je crois qu'il y a une session de chaque niveau chaque année. C'est bien ça? Oui, il y a la première Oui, partie de la c'est bien formation ça. qui a lieu en juillet et la deuxième partie en février de l'année suivante. Voilà, comme ça permet de bricoler pendant l'été pour pouvoir ouvrir son atrium à la rentrée. Et puis, voilà, il y a la partie plutôt de deuxième semestre. Et puis en plus, on Donc, la repart prochaine déjà de la session, formation. voilà. Et donc, la prochaine session, c'est du 7 au 11 juillet. Très bien. Bah là aussi, on mettra toutes les informations. Et c'est vrai qu'on part déjà de la formation avec un certain nombre de matériel. On s'est lancé et donc on n'est plus aussi intimidé pour poursuivre dans la fabrication. Ça aide quand même considérablement. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes que vous voudriez partager? La tribune est à vous. Profitez-en. Non, bah, je crois qu'on a peut-être fait le tour. On a fait un bon tour. Alors pour finir, est-ce que vous voudriez nous laisser avec une parole, ça peut être de l'Évangile, de Maria Montessori, peut-être de Sofia Cavalletti, ben, une parole qui vous inspire, qui vous accompagne particulièrement au quotidien dans votre mission? Qui se Euh, lance. Vas-y, Laure, je vois que tu es prête. ouais, alors, moi, j'ai enfin, une phrase de Maria Montessori, mais qui est plutôt une prière qu'elle nous partage à la fin de l'Esprit absorbant, qui est: Aidez-nous, ô Dieu, à pénétrer le secret de l'enfant, afin d'apprendre à le connaître, l'aimer et le servir,
selon vos lois de justice et votre divine volonté. Hmm. Alors, redis-moi, apprendre à le connaître, l'aimer et le Aimer et le servir. servir. Mm. C'est très, très beau. Là, ouais, nous aider à vraiment, en observant l'enfant, à percevoir ce qui jaillit de son intériorité Hmm. et voilà, et à le conduire, à le servir, ouais. Avoir un agir et une manière d'être ajustée à la volonté de Dieu. Ouais, ça rejoint la phrase de Maria Montessori, le maître et l'enfant, et EST, qui ne veut évidemment pas dire que l'enfant doit devenir un tyran. On le comprend malheureusement souvent comme ça aujourd'hui, on l'interprète mal. Ça veut dire que notre premier guide, en fait, est l'enfant, qu'on doit se laisser mener par lui, pas mener par le bout du nez, mais guider par lui pour avancer dans la bonne direction. Et C'est toi, que ce Virginie? film était sorti au moment où on fondait la petite école, on était allés le Ah voir oui, ensemble et on s'était dit, en fait, il aurait fallu mettre comme titre Le maître est Dieu ah oui. caché en l'enfant. Eh, c'est vrai. Eh ben, pour le coup, j'ai rencontré le papa qui a fait ce film. Donc, on a eu des Mm. conversations aussi passionnantes Ah ouais. là-dessus. Oui, oui. Ah, on fait des belles rencontres dans le monde Mm. montessorien. Ah ouais, ouais. Et toi, Virginie, est-ce que tu voudrais nous partager une parole qui te porte? Oui, alors moi aussi j'ai une parole de Maria Montessori et qui dit que l'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse, et qu'en prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux, eh bien nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Je trouve Mm. que, enfin, moi, je suis pleine de gratitude quand je pense à cette phrase de Montessori. C'est aussi ce que je souhaite à tous ceux qui se mettent au service de l'enfant, c'est de découvrir que ça les fait grandir eux-mêmes dans leur humanité. Et voilà, que se mettre au service du petit enfant, c'est aussi ouvrir un espace en soi-même pour retrouver quelque part la dimension sacrée de l'existence et puis le, le souffle originel qui est l'amour. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette phrase parce que Mm. euh, très pleine de gratitude envers Maria Montessori de m'avoir guidée vers cet enfant. Ah oui, c'est plein d'espérance encore cette parole. Mm. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Et encore une fois, vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Donc pas d'inquiétude. Et si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à aller sur à la table ronde ou à contacter Laure pour le réseau des petites écoles Yvon Pasteur. Encore un immense merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à